Salut et bienvenue sur Squigard. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Big Fac de décembre. Moi, personnellement, je suis très content de faire cette vidéo, car on va parler de mon domaine de prédilection dans les of Sigmar, et quelque chose que j'aime le plus, c'est parler des règles et des différents changements qui impactent ça. Donc, on va profiter de cette vidéo pour parler du Battle Scroll, c'est-à-dire le document que le Games Workshop nous a mis pour synthétiser tout ce qu'ils ont fait, on va pouvoir l'analyser, pour parler des différents changements en termes de règles, mais du coup en point. Mais comme ce document n'est pas exhaustif, on va aussi parcourir certaines facs pour parler des changements majeurs en termes de règles qui modifient certaines interactions avec les armées. Donc pour ça, on va commencer par les règles génériques, et ensuite on va voir Grande Alliance par Grande Alliance, quels sont les différents changements qui se sont opérés sur les différents Battle Tomes. Et pour ce faire, on va analyser les documents version originale, c'est-à-dire que je vais utiliser les documents en anglais, afin qu'on ait accès lors de la lecture à l'intention des développeurs à ce qu'ils avaient écrit à la base sans subir des erreurs de traduction. Si vous parlez mal ou peu l'anglais, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps d'expliquer clairement l'intention derrière chaque règle et chaque modification, afin de vulgariser et de rendre accessible ce document-là. Côté règles de base, il y a beaucoup de changements majeurs qui vont grandement affecter la manière dont on joue en V3. Le premier changement, ça concerne l'action héroïque qui permettait de soigner ses héros. Auparavant, il était possible de se soigner même lorsqu'on était engagé au corps à corps. Maintenant, à l'instar du ralliement pour les unités, lorsque vous utilisez cette action héroïque, vous devez vérifier si vous êtes à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas vous soigner car vous êtes engagé au corps à corps. Ça change beaucoup de choses, notamment pour les héros très résistants comme Archaon, qui auparavant, lors de sa phase de héros, pouvait se soigner d'un des trois via l'action héroïque, et ensuite d'un des trois via la tête de Dorga, et donc, dans n'importe quelle situation, même lorsqu'il lui restait peu de PV et qu'il était engagé au corps à corps avec des unités capables de le tuer, il pouvait soigner énormément et ainsi augmenter grandement ses chances de survie. Maintenant, ce n'est plus possible, et vous devez faire un choix entre le fait d'attaquer au corps à corps, ou bien de vous soigner. Donc ça vous force à anticiper certaines choses et à faire par exemple des retraites dans l'optique de se soigner lors du prochain tour. Je pense que c'est un changement bénéfique pour cette version, car il y a beaucoup de héros qui profitent de ça, je pense notamment à Gotrek ou Archaon, et qui sont aujourd'hui difficilement tuables, surtout lorsqu'ils sont full buff et qui profitent de beaucoup de bonus à la sauvegarde. Maintenant, un choix s'opère, et c'est très bien. Ensuite, un autre changement concerne l'aptitude de commandement déchaîner les enfers qui vraiment change du tout au tout. Auparavant, lorsqu'un ennemi faisait un mouvement de charge et finissait à 9 pouces ou moins d'unité qui pouvait tirer, vous pouviez utiliser un point de commandement pour faire tirer toutes les figurines de l'unité sur cette unité-là, qui est donc l'unité qui avait chargé, et vous aviez en contrepartie un malus de -1 à la touche. Maintenant, la portée de cet ordre a été réduite à 6 pouces, et lorsque vous l'activez, seules les figurines de l'unité qui sont à 6 pouces de l'unité qui vient de charger peuvent utiliser leur arme de tir. Alors ça change beaucoup de choses, parce que si vous voulez tirer avec toutes les figurines de votre unité, vous devez faire en sorte que toutes les figurines de l'unité soient à 6 pouces de l'unité qui a chargé soit cette unité, soit une autre unité. Alors concrètement, ça change quoi? Ça change que si par exemple, vous jouez un pack de 30 Iron Drake, qui est aujourd'hui une des unités de tir les plus fortes du jeu, avec l'ancienne aptitude de commandement, il suffisait d'avoir une figurine à 9 pouces, et vous pouviez faire tirer tout le monde avec tous les bonus Iron Drake, et donc c'était très fort. Maintenant, si vous voulez faire tirer les figurines de votre unité, vous devez faire en sorte que cette figurine soit à 6 pouces. Donc, sur une unité des Iron Drake, qui est quand même une unité qui prend assez de place, et qui va faire un grand bloc sur la table. Si toutes les figurines de votre unité sont à 6 pouces, ça veut dire qu'une unité qui est capable de s'activer 2 fois, ou de faire un mouvement d'engagement à 6 pouces, sera en mesure de vous impacter, même si vous avez mis un écran derrière. Car si vous êtes à 6 pouces avec les figurines qui sont au fond de votre unité, ça veut dire que les figurines qui sont devant votre bloc d'infanterie sont exposées, à peu près à 3 ou 4 pouces, et donc vous vous exposez à une contre-attaque de l'adversaire, qui pourra donc, s'il arrive à tuer votre écran, et qui possède certaines règles, comme le vol, la double activation, ou le mouvement d'engagement à 6 pouces, venir impacter directement votre unité de tir. Donc maintenant, même si déchaîner les enfers reste une aptitude de commandement qui est très forte, si vous voulez tirer plein potentiel d'une unité qui contrecharge, vous devez l'exposer et donc prendre un risque. Une fois de plus, à l'instar du changement sur l'action héroïque, ça sert à assainir le jeu, et à faire en sorte que des unités qui ont un gros potentiel de létalité au tir ne soient pas en mesure d'utiliser tout ce potentiel dans n'importe quelle situation. Et enfin, dernier changement majeur sur la règle de base, et pourtant un changement simple mais très important, c'est l'amulette de la destinée qui, auparavant, était une protection à 5+, et maintenant est une protection à 6+. Ça veut dire que maintenant vous n'avez plus une chance sur 3 d'annuler une blessure, mais une chance sur 6, et ça réduit grandement la résistance des unités qui en profitaient, comme la Mokrocha ou bien les méga gargants. Et ça va inciter les joueurs à utiliser des artefacts issus de leur Battle Tome, plutôt que d'utiliser cet artefact qui était auparavant beaucoup trop fort, que tout le monde prenait, soit en premier, soit en deuxième artefact. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on va voir cet artefact-là dans toutes les listes du jeu, et c'est, encore une fois, un changement très sain pour la diversité au sein des Age of Sigmar. Côté changement pour l'ordre, on a différents changements, on va déjà parler des changements qui figurent pas dans ce document de synthèse.
on a deux changements dans la fac Stormcast Eternal, une clarification sur la Dreyscale Armor, qui est un artefact qui permet de relancer les jets de sauvegarde si la caractéristique de dégâts d'une attaque qui vous cible est supérieure à 1. On nous confirme qu'il est impossible de relancer les jets de sauvegarde pour les caractéristiques de dégâts qui sont aléatoires, donc 1d3, 1d6, 2d3, etc. Alors, c'est une clarification et pas un changement, parce que dans les règles de base, on sait que lorsqu'une caractéristique de dégâts est aléatoire et qu'on doit s'y référer avant de lancer la caractéristique du dégât, donc par exemple avant qu'un jet de sauvegarde ait eu lieu et soit raté, on considère que cette caractéristique de dégâts est de 1. Donc, pour le cadre de cet artefact qui permet de relancer les sauvegardes pour les caractéristiques de dégâts supérieures à 1, on ne peut pas relancer les jets de sauvegarde. Et c'est maintenant très clair grâce à cette fac. Et ensuite, on a une clarification sur les ordres sacrés qui sont l'optimisation unique du Battletome Stormcast. On ne savait pas s'il était possible de prendre plusieurs fois le même, et si c'était le cas, est-ce qu'on pouvait l'utiliser plusieurs fois. Maintenant, c'est clair. Pour chaque ordre sacré que vous prenez, soit grâce à votre optimisation unique gratuite, soit grâce au bonus magnifique des bataillons, vous ne pouvez choisir qu'une seule fois un ordre sacré. Donc si vous avez choisi de prendre deux ordres sacrés, vous pourrez prendre par exemple une fois l'ordre sacré qui fait revenir une unité de rédempteur, et une fois l'ordre sacré qui permet de faire tirer en face de héros. C'est une clarification qui est la bienvenue, qui permettra, je pense, d'éviter certains imbus, que ce soit dans les listes Stormkeep qui profitaient beaucoup de ce bonus de rip-hop, ou bien sur les Stormcast full tier, qui cherchaient à utiliser cet ordre plusieurs fois afin de profiter plusieurs fois d'une létalité augmentée durant leur tour. Ensuite, on a une clarification sur Alarielle. Depuis le supplément Kragnos, on sait qu'Alarielle connaît quoi qu'il arrive tous les sorts du Battletome Sylvaneth. Donc auparavant, si vous la preniez en Cities of Sigmar grâce à Living City, elle pouvait utiliser des sorts issus du Battletome Sylvaneth, même si vous n'étiez pas en train de jouer cette armée-là. Maintenant, Alarielle ne connaît que les sorts Sylvaneth lorsqu'elle est jouée en Sylvaneth. Donc vous ne pouvez plus la prendre en Living City pour lancer les sorts issus de ce Battletome. On a un autre changement pour Morathi. Auparavant, Morathi c'était un sorcier classique. Lorsque vous la preniez en Daughter of Cain, elle ne connaissait qu'un seul sort que vous choisissez parmi le tableau. Maintenant, Morathi connaît tous les sorts, et ça va aider Morathi Cain à être versatile et plus utile dans les armées Daughter of Cain. Même si bon, on est d'accord pour dire que Morathi, c'est quelque chose qu'on prenait déjà à la base en Daughter of Cain, mais on la prenait plutôt pour la Shadow Queen et pour le bonus de Morathi Cain qui pouvait lancer facilement un rasoir mental pour augmenter la létalité de la Shadow Queen. Maintenant, Morathi Cain, donc la sorcière, est beaucoup plus versatile. Ça veut dire que vous connaissez tous les sorts utiles de Battletome Daughter of Cain, je pense notamment au rasoir mental, mais aussi à la danse miroir, et au Cavalier des Ombres qui permet d'augmenter la mobilité de vos figurines. Maintenant, pour parler de la destruction, on va parler de mon changement en termes de règles préféré, c'est Kragnos, qui est un nouveau War Scroll qui le rend beaucoup plus utile. Je l'ai testé depuis la fac, c'est vraiment un coup de cœur, et on va parler tous ensemble des changements qui s'opèrent autour de cette figurine-là. Désormais, lorsque Kragnos subit un effet qui le tue, il ne meurt plus automatiquement, mais subit des blessures mortelles, c'est très bien, ça veut dire que maintenant, vous n'avez plus un risque à prendre lorsque vous chargez des figurines comme Archaon ou Nagash, et vous êtes quasiment sûr de gagner le corps à corps. Car avant, vous pouviez subir la tueuse des rois et mourir, ou bien prendre une main de poussière et rater votre jet de sauvegarde sur le sort. Kragnos profite également du protection à 6+, qui est le bienvenu lorsqu'on sait que le point faible de cette unité c'est blessure mortelle. Maintenant, vous avez une petite protection contre ces sources de dégâts-là, qui vous permettra de tenir plus facilement, et donc d'avoir un Kragnos plus résistant. Ensuite, on a un changement sur la prise d'objectif pour Kragnos. Auparavant, Kragnos était un monstre qui comptait pour 5 figurines, et donc l'adversaire pouvait facilement mettre des unités pas très importantes pour contester Kragnos et vous empêcher de contrôler l'objectif. Maintenant, Kragnos, il compte pour 30 lorsqu'il est plein potentiel, et pour 18 figurines lorsqu'il a subi 16 PV ou plus, grâce à une aptitude dégressive qui le rend quasiment comme un géant. Ça veut dire que si vous voulez contester Kragnos dans l'objectif, vous devez soit le tuer, ou soit mettre beaucoup de figurines. Et donc c'est beaucoup plus dur qu'avant de contester Kragnos à la prise de table. Et enfin, dernier changement d'envergure pour Kragnos, qui le change beaucoup, car auparavant, Kragnos était juste une figurine qui tapait fort. Maintenant, c'est une figurine qui vous offre de la synergie dans les armées de destruction. Il possède une bulle qui le fait charger lui et toutes les unités entièrement à 12 à 3d6, et donc ça augmente beaucoup la projection et la mobilité de vos armées de destruction. Pour l'avoir testé en géant, c'est vraiment un changement majeur, et je pense que maintenant des listes destruction avec Kragnos, quelle que soit l'armée, c'est quelque chose qu'on va voir en tournoi. Moi en tout cas, je vais le jouer, et je pense que c'est vraiment un bon changement, car Kragnos, avant, il était un peu en dessous des autres figurines divines, malgré le fait qu'il coûtait très cher. Maintenant, il est vraiment capable de se battre à armes égales avec des figurines comme Nagash, Archaon, Alarielle ou Morathi. Maintenant, on va parler du chaos. Si côté destruction, on a plutôt eu des ups en termes de War Scroll avec celui de Kragnos. Côté chaos, c'est des gros nerfs, notamment sur Archaon, mais aussi sur les coalitions. Les coalitions, auparavant, vous profitiez des aptitudes d'allégeance. C'est-à-dire que si vous jouiez des figurines Step to Darkness ou Umbet en Nurgle,
vous aviez les bonus de Nurgle, si tant est que vous aviez les bons mots-clés. Maintenant, déjà, les aptitudes d'allégeance des armées Khorne, Slaanesh, Tzeentch ou Nurgle sont passées d'un mot-clé divin, donc Nurgle, Khorne, Slaanesh ou Tzeentch, à un mot-clé d'armée, donc Disciple of Tzeentch, Magoket of Nurgle, Edonit of Slaanesh et Blade of Khorne. Ça veut dire que déjà, à la base, il est compliqué pour une figurine de coalition d'avoir ce mot-clé-là. Donc vous ne profitez plus des aptitudes d'allégeance. Ça veut dire que si par exemple, vous jouez des maraudeurs en Nurgle, vous ne profitez pas du cycle de la corruption, les effets de la roue, et de la protection à 5+. Et c'est un gros nerf, notamment pour Archaon, car il était méta en Khorne, mais surtout méta en Tzeentch, grâce aux dés du destin et aux aptitudes d'allégeance. Maintenant, Archaon ne peut plus utiliser les dés du destin, et donc profiter d'utiliser des 6 pour sauvegarder des blessures qui auraient pu le tuer, ou bien utiliser des 6 à la blessure avec la tueuse des rois pour tuer automatiquement un héros important comme un grand immonde ou Imokrocha. Et si Archaon était autant nerfé, c'est parce que le rôle War Master, qui est le rôle Seigneur de guerre, a été aligné pour tout le monde. Donc ce rôle-là, c'est un rôle très particulier. Lorsque vous prenez un War Master dans une armée dans laquelle vous pouvez le prendre, ce sera écrit dans la description du rôle, il est considéré comme un général, même s'il n'est pas forcément issu de cette armée-là. Par exemple, Archaon, vous pouvez le jouer dans n'importe quelle armée des 4 dieux du chaos, même si c'est une figurine Slave to Darkness, mais il ne profite des aptitudes d'allégeance que si il est en Slave to Darkness. Les aptitudes d'allégeance, c'est les traits de bataille, comme la dîme de sang ou le cycle de la corruption, ou bien encore les dés du destin, mais c'est aussi les optimisations. Ça veut dire qu'Archaon, vous ne pouvez plus lui faire apprendre de sorts si vous ne le prenez pas en Slave to Darkness. Et ça, c'est un gros nerf parce que Archaon, il profitait de beaucoup de sorts, notamment de Tzeentch, comme par exemple l'infusion Archaedoum qui le rendait beaucoup plus létal. Bien évidemment, il reste toujours général dans les armées dans lesquelles vous le jouez. Ça veut dire que si votre général de base meurt mais que vous avez Archaon sur la table, ou vice versa, vous profitez toujours du point de co généré au début de chaque phase de héros, et donc ça permet d'être beaucoup plus fiable en termes de génération de points de commandement. Archaon, il y a eu d'autres changements en termes de wording pour rendre les choses un peu plus claires, comme par exemple sur la tueuse des rois, mais l'effet reste le même, c'est vraiment à la marge, c'est juste pour que ce soit un peu plus simple à comprendre lors de la première lecture. Mais surtout, il y a eu un autre changement, c'est sur son aptitude de commandement. Maintenant, il a perdu le fait de pouvoir le faire lorsque l'adversaire utilise une aptitude de commandement à son tour. Vous pouvez faire By My Will uniquement au début de la phase de combat, mais par contre, auparavant, vous ne pouviez cibler que des unités Slave to Darkness, maintenant, vous pouvez cibler n'importe quelle unité avec le mot-clé KO, donc faire bénéficier de cet effet-là à des figurines comme les démonettes ou les buveurs de sang. Auparavant, c'était pas le cas, et donc Archaon, eh bien, il est un peu plus versatile dans toutes les armées, mais en contrepartie, il a perdu le fait de profiter des aptitudes d'allégeance. Donc maintenant, lorsque vous jouez Archaon, il se suffit à lui-même, et vous ne pouvez plus le booster grandement, comme c'était le cas auparavant. Pour passer du côté de l'Hadès, tous les changements du côté de l'Hadès s'opèrent autour de Nagash et de la modification de son War Scroll. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais le thème majeur de cette Big Fac, c'est vraiment les changements autour des figurines divines qui aujourd'hui centralisent la méta. On a vu le changement sur Archaon, on a vu le changement sur Kragnos, et maintenant on va parler du changement sur Nagash. Nagash, c'est une figurine un peu particulière, vous pouviez jouer dans certaines armées de la mort, mais pas toutes. Lorsque vous le preniez, il avait les keywords, que ce soit en Soulblight ou en Obstacle Bonriper, et donc il profitait d'aptitudes d'allégeance, il pouvait prendre les sorts, etc. Maintenant, tout ça a grandement changé. Toutes les aptitudes d'allégeance issues des Battle Tomes qui vous permettaient de prendre Nagash dans l'armée, et de lui faire bénéficier des mots-clés des aptitudes d'allégeance, et de lui faire connaître tous les sorts du Battle Tome, ne sont plus présentes. Ces effets-là sont présents directement sur le War Scroll de Nagash. Maintenant, Nagash a beaucoup changé. Vous pouvez prendre n'importe quelle armée de l'Hadès, Nighthaunt, Flesh Eater, Ossiarch, Soulblight, peu importe, ça passe. Et le War Master, donc c'est un général additionnel dans votre armée, mais il ne profite pas des aptitudes d'allégeance car les War Masters, que ce soit par exemple la Death Frenzy des Flesh Eaters qui permet de s'activer 2 fois, que ce soit les Feel No Pain issus des différents Battle Tomes, que ce soit le fait de pouvoir se mettre en réserve en Nighthaunt, toutes ces choses-là, Nagash n'y a pas accès. Il n'a pas accès aux traits de bataille, et il n'a pas accès en plus aux optimisations. Ça veut dire que si on prend ça en termes de règles, Nagash, il ne peut pas connaître les sorts, mais heureusement, il y a une exception dans son aptitude de sorcier. Lorsque vous prenez Nagash, à la différence d'Archaon, il connaît tous les sorts de l'armée dans laquelle il est. Et donc ça, c'est vraiment salvateur, ça permet à Nagash d'être toujours cette figurine qui domine la phase de magie, et qui permet de lancer énormément de sorts, tout en étant extrêmement létal à la phase de combat. Et en termes de létalité, Nagash, c'est là qu'il a changé. Auparavant, à la Canache, vous aviez une seule attaque, maintenant vous en avez 4. Donc vous avez gagné 3 attaques sur une arme dégâts D6, et en termes de létalité, c'est assez énorme. Par contre, en contrepartie, Nagash, sur Zephet Nebar, maintenant, au lieu de blesser à 3+, il blesse à 4+. Donc, c'est un léger nerf en termes de létalité, car il est plus difficile de blesser l'adversaire.
Mais en théorie, si vous passez toutes vos attaques et que l'adversaire a toutes ses sauvegardes, vous faites plus mal qu'auparavant. Donc Nagash, maintenant, il peut taper plus fort, mais il peut aussi taper moins fort car elle est moins fiable au corps à corps. Côté synergie, Nagash, il a beaucoup changé. À l'instar de Kragnos et d'Archaon, il ne profite pas des bonus des armées, mais par contre, il possède des bonus exclusifs qui vont synergiser de manière globale avec toutes les armées de l'Hadès. Déjà, on a une aptitude qui est l'invocation de Nagash. Donc Nagash, il peut toujours faire revenir des figurines, que ce soit des figurines Summonable ou des figurines Ossiark. Mais en plus de ça, vu que Nagash, c'est le seigneur suprême de la mort, lorsque vous utilisez des aptitudes qui font revenir des figurines dans vos unités, de la Death, vous pouvez rajouter une figurine de plus. Alors, il y a plusieurs questions en suspens au niveau de cette règle-là. Est-ce que ça permet de faire revenir une figurine dans une unité qui a 3 PV ou plus, donc que vous ne pouvez pas faire revenir avec des choses de base comme l'invocation en Soulblight qui fait revenir des 3 PV de figurines? Est-ce que ça permet de faire revenir une figurine en plus avec le Gotizar? Est-ce que ça marche avec le ralliement? Etc. C'est encore des questions qu'on peut se poser qui restent en suspens. Moi, je pense que la manière d'interpréter la chose, c'est que Nagash, il vous permet de faire revenir une figurine de plus lorsque vous utilisez une aptitude qui fait revenir une figurine Death, et pas une figurine tout court, et que cette aptitude fonctionne. Donc, c'est-à-dire que vous ajoutez une figurine en plus si l'aptitude a réussi avec succès à faire revenir une figurine dans l'unité, vous pouvez en ajouter une supplémentaire. Mais si vous n'ajoutez personne, ou que vous utilisez une aptitude qui fait revenir une figurine sans spécifier que c'est une figurine avec le mot-clé Death, eh bien, l'interaction ne fonctionne pas. Voilà, on peut toujours discuter cette lecture-là, mais je pense qu'aujourd'hui c'est la manière la plus saine que vous avez d'utiliser cette règle-là, et ça vous évitera des interactions bizarres avec des règles qui n'ont pas été créées pour profiter de ce bonus-là. Et dernier changement, c'est l'aptitude de commandement de Nagash. Auparavant c'était la relance des 1, maintenant Nagash augmente de 1 la protection d'une unité de l'Hadès. Et si vous utilisez Nagash en Ossiark, vu que vous utilisez un point discipline pour faire un ordre, vous pouvez faire plusieurs fois cette aptitude de commandement-là, donc grâce au fait que les Ossiark peuvent faire plusieurs fois les ordres, contrairement aux autres armées, et donc augmenter la résistance de vos unités plusieurs fois. Avec tous ces changements-là, je pense que Nagash, globalement, il est moins fort qu'avant dans des armées comme les Soulblight, mais qu'il est plus fort en Ossiark, car il peut augmenter beaucoup la résistance des unités comme les Mortek, et grâce à différentes interactions, vous pouvez facilement avoir une unité de Mortek avec une protection A4+, et donc la rendre assez résistante. Et vu qu'on parlait d'Ossiark, un autre changement qui n'est pas dans ce document-là, c'est le fait que Arcane a maintenant automatiquement le mot-clé Ossiark Bone Reaper. Auparavant, vu qu'Arcane c'était une figurine des Légions de Nagash, vous pouvez jouer en Légion de Nagash, et lorsque vous le preniez en Ossiark Bone Reaper, il gagnait ce mot-clé-là. Maintenant, Arcane est automatiquement une unité Ossiark Bone Reaper, il fait partie à part entière de l'armée. Voilà, on a fait le tour des changements pour cette Big Fac-là, il y a vraiment eu un gros travail en termes d'uniformisation des figurines divines. Maintenant, on ne peut plus abuser de différents bonus, les War Masters sont tous les mêmes, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas profiter d'aptitude d'allégeance, et lorsque vous lancez un sort, si vous le connaissez par exemple avec Nagash, vous ne profitez du bonus du sort que si vous avez les bons mots-clés, car vous n'avez pas de mots-clés additionnels. Si vous prenez Nagash en Night Taunt, il n'a pas le mot-clé Night Taunt. Si vous prenez Kragnos en Ogre, il n'a pas le mot-clé Ogre. Et si vous jouez ces figurines-là, vous ne pouvez pas profiter d'aptitude d'allégeance, car ils sont seigneurs de guerre. Donc, s'il y a une bulle d'un trait de commandement qui vous permet de vous donner un bonus, vous n'en bénéficiez pas. S'il y a un bonus sur un trait de bataille qui vous permet de protéger une figurine grâce à une règle de garde du corps, vu que c'est un trait de bataille, vous n'en bénéficiez pas. Donc vraiment, il faut comprendre que maintenant les War Masters, ils se suffisent en tant qu'eux-mêmes, ils vont booster votre armée, mais l'armée ne va pas venir booster ce War Master. Maintenant qu'on a fait le tour avec ça, c'est clair, on va parler des coups en points. Alors, en termes de coups en points, il y a beaucoup de coups en points qui sont à la marge, du plus 10%, du moins 10%, voilà, on gagne 15 points, on perd 5 points, etc. On va pas parler de tous les changements, car des changements qui sont vraiment des changements test pour aider un peu une armée, mais c'est vraiment un pansement, c'est rien de majeur. Je suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Et de toute manière, j'estime qu'en termes de recul, je ne peux pas vous donner la conséquence de ces changements-là en termes de méta, parce que tout simplement, la méta n'a pas encore changé. Vu qu'on est en période de fête, il n'y a pas eu de tournoi, et on n'a pas encore absorbé tous les changements en termes de règles. Par contre, il y a certaines choses que je sais, car j'ai fait plusieurs tournois, et qui vont sûrement impacter certaines armées. Et cela, je vais vous en parler. C'est des changements en coup en point sur des unités qui sont très fortes, et on va commencer tout de suite avec les Iron Drake. Les Iron Drake, c'est très simple, c'est une des unités les plus fortes du jeu en termes de tir, que ce soit en COS ou tout simplement tout court, et le fait qu'ils montent en points, c'est normal. Et donc, couplé
au nerf du déchaîné des enfers, je pense que les Iron Drake vont être moins dominants en Cities of Sigmar et qu'on aura un peu plus de diversité, ou qu'on va voir tout simplement plus d'unités issues de la coalition avec les Stormcast. Côté Daughter of Cain, on a le même changement. Alors, vu que Morathi est devenue plus forte en termes de magie, et plus versatile, on aurait pu s'attendre à une augmentation du coup en points de Morathi. Ce n'est pas arrivé, à la place, on a une augmentation au coup en points des Bloodstalkers qui sont l'unité de tir du duel de Tom Daughter of Cain. Moi je pense que si Morathi n'a pas augmenté en coup en points malgré son up, et plutôt cette unité-là, c'est pour inciter les gens à jouer moins des armées Daughter of Cain avec que du tir plus Morathi, mais plutôt que de jouer l'armée dans la manière avec laquelle elle a été designée à la base, c'est-à-dire avec du corps à corps, et peut-être un peu de tir. Ensuite, on a différents changements en Fireslayer, en Didonette ou en Caradron pour inciter les gens à jouer des unités qui sont jamais jouées en tournoi. Et on a ensuite un changement majeur en Luminette, c'est l'augmentation de 20 points des sentinelles. Donc moi je pense que c'est un changement qui est le bienvenu, même si, en contrepartie, on a peu de changements de coups en points sur les unités de Luminette de corps à corps, et ça c'est dommage, parce que du coup la seule chose qui reste de vraiment viable à jouer en Luminette, c'est le fait de jouer beaucoup d'Esprit du Vent, et je trouve que c'est dommageable pour la diversité globale de l'armée, mais ça ne reste que mon avis, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le fait que les sentinelles augmentent en coups en points, c'est normal, car une unité à 150 points avec autant de létalité, ce n'était pas quelque chose de très simple pour le jeu. Maintenant, on s'approche un peu plus d'un coup en point réaliste. Côté Séraphon, les unités de tir les plus dominantes ont augmenté en coup en point, comme le Bastiladon avec l'Arche Solaire ou bien les Salamandres, le reste a baissé. Côté Stormcast, les coups en point ont changé, il y a des héros qui ont baissé en coup en point, il y a le changement sur les dragons, mais on était déjà au courant car ils avaient profité d'un article pour leaker ce changement-là, afin de nous expliquer qu'ils trouvaient les dragons beaucoup trop forts, et qu'ils avaient fait une erreur sur le coup en point, c'est très bien, voilà. Maintenant les dragons valent un peu plus leur coup, et on évitera de voir des listes spam avec les dragons qui vont dominer la méta. Ce changement ne s'est pas accompagné d'augmentation de coups en points des unités de tir, malheureusement, et donc c'est sûrement ces unités-là qui vont venir dominer les listes Stormcast. Côté Sylvanette, le Trilord devient vraiment pas cher, ça devient un monstre très intéressant, donc c'est très bien, car le Trilord, c'est un monstre qui est très résistant, même si tape pas très fort, mais à 180 points, il serait dommage de s'en priver. Côté Flesh Eater, les Cryptorors ont baissé, et donc maintenant à 110 points, c'est une infanterie monstrueuse vraiment pas chère, et même s'il a du mal à passer au travers des unités les plus armurées, ça reste quand même une unité avec un fort potentiel de dégâts, et c'est une baisse du coup en point qui est le bienvenu pour cette unité qui subit un peu le fait qu'on ait beaucoup d'augmentation de la sauvegarde en V3. Ensuite, je passe directement au Sociarch. Katakros à 450 points, c'est vraiment donné, et ça incite les gens à le jouer lui à la place de Nagash ou Arcane dans la faction Mortis Praetorian. Il reste toujours assez lent, mais Osiark c'est une armée qui est très lente à la base, et qui profite de différents bonus pour augmenter la mobilité de ces unités-là. Ensuite, on a plein de changements en destruction d'unités qui pâtissent un peu de la méta et qui sont pas très jouées, que ce soit les ogres à pied qui ont du mal à attaquer l'adversaire car ils ont des gros socles et peu de portée, ou bien des unités comme les araignées et Gloomspite qui sont tout simplement jamais jouées. Et on a un changement qui est très intéressant, c'est le changement sur les Gorgontas, qui aujourd'hui domine la méta, mais le fait qu'ils ont eu un errata où ils gagnent Red-2, et pas d'augmentation de coups en points, ça les rendait beaucoup trop oppressifs. Maintenant, ils coûtent 170 points, ce qui est un peu plus aligné avec leur potentiel offensif en termes de perforation, mais aussi de dégâts. Il y a un autre changement, et je m'y attendais pas du tout, parce que pour moi, ils allaient augmenter de 10 ou 20 points le coût de chaque méga gargant pour empêcher qu'on en joue 4 dans une liste à 2000 points. Ce changement n'est pas arrivé, à la place, les unités de 3 man crushers ont baissé. Ça veut dire que maintenant, ça coûte 475 au lieu de 490. C'est un changement qui est très important, parce que auparavant 490 c'était le coût d'un Kraken Eater, et entre un Kraken Eater et 3 Man Crusher, on prend toujours le Kraken Eater. Maintenant, 3 Man Crusher, ça coûte 5 points de plus qu'un War Stomper, ça veut dire qu'on peut jouer 2 Gatebreaker et 6 Man Crusher. Peut-être que ça va servir à ce que certaines listes avec des Man Crusher émergent dans les tournois. C'est ce qu'on va voir, en tout cas ce changement il est bien, car ça raligne les Man Crushers sur un coût en points plus réaliste. Et puis côté KO, on a plein de petits changements en points à la marche, sur des unités pas jouées ou trop jouées. En Skaven, on a des unités qui baissent, mais de toute manière, ce n'est pas un changement de 10 coups en points qui va faire jouer quelqu'un une pleine catapulte. L'unité a tout simplement un profil qui est obsolète, et donc quand on baisse de coups en points, ça ne change rien. Côté Slaanesh, c'est vraiment du placebo, ça va pas sauver Slaanesh de ses coups en points beaucoup trop élevés, mais ça rend les coups en points un peu plus tolérables, et ça permet peut-être de jouer certaines listes qui étaient aujourd'hui à 2010 ou à 2020 points. Et c'est mieux d'avoir une petite baisse que rien du tout. Et pour finir, on a des figurines divines qui ont subi des changements de coups en points. Archaon augmente de coups en points, de 30 points, donc c'est encore un art supplémentaire pour Archaon qui coûte plus cher en étant moins efficace en termes de synergie dans les armées où il en profitait beaucoup. Gotrek prend 50 points. Alors Gotrek, il devenait de moins en moins utile dans la méta, car les gens apprenaient de plus en plus à jouer autour,
avec une augmentation aussi importante du coup en points, est-ce qu'on va voir Gotrek? Ça, je sais pas. Moi, je pense qu'on va le voir beaucoup moins qu'auparavant, car il servait à contrer les figurines divines comme Archaon, et les figurines divines ont été alignées et sont beaucoup moins oppressantes qu'auparavant. Donc Gotrek perd un peu de son utilité, de son sens. Il n'empêche que Gotrek, ça reste une figurine qui est très dure à gérer pour certaines armées, et donc si vous avez des scénarios où les objectifs sont au milieu de table, vous pouvez mettre Gotrek sur l'objectif, et n'importe quelle unité qui va oser s'approcher pour contester va mourir très rapidement. Et Nagash, lui, par contre, il baisse du coup en points. C'est bien, parce qu'il coûte moins cher, mais vu que Nagash a perdu beaucoup dans certaines armées, et de l'autre côté a gagné beaucoup dans certaines autres armées, c'est en fonction de l'armée Death dans lequel vous voulez jouer Nagash, un up ou un nerf. Moi, je pense que ça va être un up assez conséquent en Ossiarch, mais un nerf assez conséquent en Soulblight. Et est-ce qu'on va avoir Nagash en Nine Taunt ou en Flesh Eater? Ça, je peux pas vous le dire, je suis pas un gros joueur Death, j'ai pas la prétention de vous expliquer comment la méta va changer, mais en tout cas, c'est quelque chose à surveiller, et peut-être qu'on va avoir des tests de Nagash dans d'autres factions qui vont s'avérer concluants. Et bien voilà, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, si vous avez une question, vous pouvez la poster en commentaire, surtout que là, c'est la Big Fac, et donc il y a beaucoup de choses à discuter en termes de règles, donc n'hésitez pas à poster vos remarques ou vos questions, afin qu'on puisse en discuter et en débattre, c'est très intéressant de faire ce genre de choses. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas afin de suivre nos différentes vidéos, que ce soit mes analyses méta, les rapports de bataille, ou bien les vidéos fluff. Et moi, sur ce, on a fait le tour, donc je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!